en mode innovation. Le podcast de l'Alliance du commerce. Bonjour, c'est Gilles Allais. Je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de cette série que nous consacrons à l'éco-conception des produits de la mode. L'enjeu, concevoir moins, concevoir mieux, créer des produits qui durent plus longtemps et dont l'impact environnemental est minimisé sur toute la durée de vie. Et vous allez l'entendre, appliquer des approches visant à prolonger la durée de vie des produits ne compromet pas le modèle économique, bien au contraire. Bonjour Lucille Costet. Bonjour Gilles. Responsable éco-conception et éco-modulation chez Refashion. William Sadi. Bonjour. Directeur adjoint développement durable aux Galeries Lafayette. Et Benjamin Tessier. Bonjour. Chef de produit qualité et développement durable chez Promode. Lucille Costet, quels sont les grands principes qui définissent l'éco-conception ? Le premier, c'est la prise en compte du cycle de vie complet du produit. Donc non seulement la fabrication, mais aussi la vente, l'utilisation, comme le lavage par exemple, et la fin de vie. Le deuxième grand principe, c'est que c'est une démarche multicritère. On va pas seulement regarder les gaz à effet de serre et le changement climatique. Il y a aussi des sujets de pollution. Le troisième grand principe, c'est ce qu'on appelle le système produit. On va regarder l'impact du jean, si c'est un jean qu'on étudie, bien entendu, mais aussi celui du transport, de la boutique, du sac de vente, etc. Et enfin, le dernier, c'est le plus important à mon sens, c'est le service rendu. Pour comparer des choses comparables, on va parler alors d'unité fonctionnelle. Par exemple, on veut porter un jean pendant 5 ans. D'un côté, il y a un jean en coton bien épais, bien solide, il va durer 5 ans. Il aura un impact environnemental assez important lors de sa fabrication. Et de l'autre côté, on a un jean qui est fin, il est moins impactant lors de sa fabrication parce qu'il est plus léger, donc il y a moins de matière, il y a moins de coton, mais il dure 1 an seulement. Eh bien alors, il faudra 5 jeans fins pour couvrir la même durée d'usage, 5 ans, que le premier jean épais. Et donc, il faut multiplier par 5 l'impact environnemental de la fabrication du deuxième jean qui est fin. Et alors dans ce cas-là, il y a fort à parier qu'au final, sur 5 ans, le jean bien épais soit moins impactant pour l'environnement. Quand une marque se lance dans l'éco-conception, elle va donc devoir choisir une stratégie, Lucille. La première, la plus facile, c'est de sourcer des matières à moindre impact environnemental. Des matières recyclées, des matières issues de l'agriculture biologique, des matières fabriquées avec des procédés moins énergivores ou qui consomment moins d'eau pour la teinture. La deuxième stratégie, c'est d'allonger la durée de vie, donc fabriquer un produit plus solide, plus résistant. Et ensuite, on peut encore concevoir un produit qui pourrait être recyclé et dont les matériaux pourraient être réincorporés dans de nouveaux articles. Et le mieux, c'est encore de tout faire à la fois. Et pour aller encore plus loin, on peut même revoir par exemple le patronage du produit pour consommer encore moins de matière. Il y a effectivement beaucoup de possibilités pour éco-concevoir un produit. Alors voyons justement du côté des marques, les démarches que vous avez choisies. Benjamin Tessier, chez Promode, vous avez monté il y a 5 ans déjà un groupe de pilotage. On a 6 membres dans le groupe éco-conception qui viennent de différents horizons. Donc on a des horizons en termes de qualité, en termes de développement durable, de stylisme ou encore de modélisme. Et ce groupe, il a mis au point une grille d'éco-conception. Au départ, on avait prévu plutôt de faire juste des fiches de sensibilisation auprès des concepteurs, donc principalement les stylistes, les chefs de produits. Et en fait, étant donné que la mayonnaise a plutôt bien pris, derrière, on nous a dit ce qui serait super, ça serait de faire une grille de validation. Donc on est parti sur un format Excel, des formations. Donc on a fait des formations qui ont duré au départ 4 heures à 4 heures et demie auprès des équipes de conception de Promode et aussi des objectifs qui étaient rattachés à cette grille d'éco-conception. Comment elle se présente cette grille ? C'est une grille qui est Excel, il y a à peu près une 40aine de questions, on va répondre à une des questions et le score il va venir se mettre à jour en fonction des réponses qu'on va apporter, donc que ce soit sur la composition, des questions qui sont plutôt fermées ou des questions qui sont plutôt ouvertes et ça va être complètement interactif puisque la personne au fur et à mesure qu'elle va concevoir son produit et faire des modifications sur son produit, elle va voir la note baisser ou monter et pour pouvoir comprendre un petit peu c'est quoi les leviers qui sont les plus impactants pour baisser l'impact de son produit et en espérant toujours à la fin finir par tomber sur le niveau qui permet d'avoir un produit éco-conçu. Quels sont les critères les plus impactants que vous avez identifiés ? Au moment où on l'a créé, les référentiels français et européens, ils n'existaient pas encore. Du coup, on s'est basé quand même sur des analyses de cycle de vie réelles et plutôt formelles et scientifiques, mais on s'est aussi basé sur nos convictions en gardant quand même en tête qu'il fallait que ça colle le plus possible au futur affichage environnemental ou autre. Et les critères qu'on a trouvés les plus impactants, en tout cas aujourd'hui, c'est principalement la composition des produits, les pays où on va venir faire les différentes étapes de production, mais également le taux de perte de la matière au niveau de la confection, donc l'efficience du produit, ou encore les énergies renouvelables qui sont aujourd'hui des vecteurs très forts pour pouvoir baisser demain l'impact des vêtements.
Donc ça serait les 4 principaux leviers. Aux Galeries Lafayette, William Sadi, double défi parce que vous avez en magasin d'une part plus d'1 millier de marques et d'autre part vos propres marques, GL, Comptoir GL, Jodhpur et Cadet Roussel. Sur les produits de nos marques propres, on est en charge de toutes les étapes de la vie d'un produit, de la conception jusqu'à la commercialisation. Et donc, on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour avancer sur l'éco-conception de nos produits. En ce qui concerne les marques partenaires, nous n'avons pas la main sur la conception des produits. Et donc, notre but va être de créer des mécanismes qui incitent les marques à jouer le jeu de l'éco-conception. Alors, parlons d'abord de vos propres marques parce que vous avez, vis-à-vis de vos partenaires, un devoir d'exemplarité. Toutes les équipes de la marque propre ont été formées il y a quelques mois. D'abord en interne, puis avec des interventions de Refashion et une intervention d'un cabinet spécialisé. Et maintenant, le cadre, il est plutôt bien fixé. Les équipes ont les outils pour établir comment réduire l'impact environnemental des produits selon la brique sur laquelle elles travaillent. Pour être plus précis, on va considérer 9 briques du cycle de vie du produit, 6 d'entre elles qu'on va nommer directes, qui vont de la conception de la collection jusqu'aux recommandations d'usage pour les consommateurs qu'on va apposer sur les produits, et 3 briques qu'on va qualifier d'indirectes, qui portent sur la commercialisation, la réparabilité et la gestion de la fin de vie du produit. Donc chaque personne dans nos équipes de la marque propre, peu importe où elle se trouve dans la chaîne, elle est invitée à réfléchir à comment elle peut utiliser les différents leviers de l'éco-conception. Vous vous êtes fixé quels objectifs ? L'objectif qu'on s'est fixé à ce jour, ce n'est pas d'avoir 100% de nos produits qui sont 100% parfaits. On sait que c'est un chemin qui est assez long et que si on veut que la marque propre des galeries continue de jouer un rôle générateur de marge pour l'enseigne, il faut qu'on puisse faire des arbitrages. Donc on a un objectif global qui est d'augmenter le poids des produits qui cochent une ou plusieurs cases de l'éco-conception. Et pour chaque marque propre, on va fixer un niveau d'exigence qui va être différent. Une marque comme Jodhpur, par exemple, l'exigence qu'on se fixe, c'est d'avoir 100% des produits qui doivent cocher au moins une case de l'éco-conception. Alors certaines équipes sont plus avancées que d'autres, notamment côté matière où le travail a été entamé un peu plus tôt, mais les discussions, elles s'installent petit à petit chez les autres équipes. Est-ce que vous avez en tête un exemple concret de choix de conception qui a révolutionné vos pratiques ? Justement, sur la brique matière, on a plus de 40% des produits qu'on commercialise avec nos marques propres qui sont composés de plus de 50% de matière qui est certifiée, soit biologique, soit recyclée. Et c'est un chiffre qui, même s'il est déjà important, il augmente d'année en année. Si on prend également en considération des critères comme le bien-être animal avec des laines certifiées, on arrive à plus de 50% de nos produits marques propres qui contiennent plus de 50% de fibres certifiées. Alors le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est d'ancrer ces réflexions au-delà des matières, sur les autres briques du cycle de vie et chez le reste des équipes de nos marques propres. On entend bien, Lucille, dans la bouche de Benjamin et William, que l'éco-conception nécessite une mobilisation générale au sein des marques, mobilisation générale, mais une démarche structurée et progressive. On peut commencer par des petits pas et ensuite monter de plus grosses marches. Pour passer à l'action, il faut d'abord se former pour ne pas tomber dans certains pièges. Ensuite, il est important d'embarquer toutes les équipes. Ce n'est pas qu'une histoire de développement produit ou de production. Les stylistes sont au début de la chaîne de valeur, c'est hyper important de les embarquer dans la démarche dès le départ. Et aussi les métiers de la supply chain, du marketing et de la vente. Et évidemment, convaincre la direction, ça c'est une condition sine qua non. Ensuite, choisir un produit pour démarrer et apprendre la démarche avant de se lancer dans l'éco-conception de collections complètes. Et enfin, c'est bien aussi de se faire aider, de se faire accompagner par des experts de l'éco-conception si on ne sait pas comment s'y prendre pour démarrer. Il y a des cabinets spécialisés qui accompagnent les marques de textiles et de chaussures à l'éco-conception et au sourcing durable. Oui, l'accompagnement, on y reviendra, Lucille, parce que c'est aussi la vocation de Refashion. Mais pour réussir, les marques vont aussi devoir définir un niveau d'ambition, un point de départ et un objectif. Est-ce qu'on veut le même produit avec moins d'impact ou bien est-ce qu'on est prêt à re-questionner la fonction du produit ? Ensuite, il faut éviter les transferts d'impact, c'est-à-dire par exemple, changer le polyester pour du coton, en fait c'est juste déplacer le problème. Ensuite, il faut comparer ce qui est comparable. On ne compare pas un manteau avec une culotte, évidemment, ils ne rendent pas le même service. Ensuite, intégrer l'éco-conception dès le début du projet, parce que 80% des impacts environnementaux sont déterminés lors de la conception. Cette progression marche par marche, c'est typiquement ce que vous avez fait chez Promode, Benjamin. Au départ, c'était une initiative qui était juste basée sur l'essai, et en fait, au bout d'un an, on leur a mis à chaque chef de produit, qui est un petit peu le chef d'orchestre de chaque famille, donc il y a une chef de produit pantalon, une chef de produit t-shirt, une chef de produit pull, par exemple, un objectif de 3 produits éco-conçus par saison,
3 nouveaux produits, c'est-à-dire que si les produits sont reconduits, ils doivent rester éco-conçus. Et donc, du coup, ils doivent arranger leur collection, basculer des marges, basculer des familles de produits ou des matières pour pouvoir obtenir ces 3 produits éco-conçus par famille. Au départ, c'était plutôt par année, c'est passé par saison, on est passé de 3 à 4. Et l'objectif, c'est plutôt que ça devienne un réflexe, dès qu'on conçoit un produit en préparation de collection, de pouvoir réfléchir au produit sur le fait qu'il soit le moins impactant possible, qu'il soit pensé dès le départ par rapport aux matières, par rapport au pays, pour pouvoir déjà avoir l'impact la plus mesurée et la plus faible possible. Aux Galeries Lafayette, William, on a vu que vous avez tracé le chemin, montré l'exemple avec vos propres marques avant d'embarquer vos marques partenaires, il y en a plus d'1 millier, je le rappelle, dans la démarche Go for Good. Donc l'idée, c'est de dire aux marques, si vous vous engagez, notamment dans des démarches d'éco-conception, et que vous nous donnez les éléments nécessaires pour le prouver, nous, Galeries Lafayette, nous nous engageons de notre côté à mettre en avant les produits concernés, à les rendre visibles pour nos clients en magasin, en ligne et dans nos communications, pour vous aider à faire avancer ces initiatives et à les faire changer d'échelle. Qu'est-ce que vous attendez précisément des marques qui s'engagent dans cette démarche Go for Good ? On attend d'elles qu'elles jouent le jeu sérieusement. Il est essentiel pour nous de ne pas trahir la confiance de nos clients, et donc on doit absolument éviter tout greenwashing. C'est pourquoi nous avons un cahier des charges qui est clair, qui est basé sur des certifications externes et que nous demandons à nos partenaires de s'y plier s'ils souhaitent s'associer à la démarche. Par ailleurs, on attend aussi des marques qu'elles soient dans une démarche progressive. On ne demande pas aux marques d'avoir 100% de leurs produits qui soient 100% en ligne avec les critères du cahier des charges Go for Good pour faire partie de la sélection. Mais comme on a un objectif d'augmenter la part de Go for Good dans notre activité, on attend également d'elles qu'elles aillent plus loin saison après saison en nous proposant toujours plus de produits qui rentrent dans la sélection Go for Good. William, c'est justement cette double démarche, marque propre, marque partenaire, qui vous permet de changer d'échelle en matière d'éco-conception. Alors cette approche englobante, elle nous permet d'augmenter considérablement le périmètre qui est couvert par cette initiative, et donc elle nous permet d'augmenter l'impact que l'on a. Nos marques propres, elles ont beau connaître un très fort dynamisme commercial, elles ne représentent qu'une petite partie de notre business, et si on veut baisser l'impact environnemental global de notre activité, en fait, on est obligé d'embarquer l'ensemble de nos partenaires. C'est pas pour autant qu'on dépriorise nos marques propres, bien au contraire. On considère que si on veut être crédible aux yeux des marques avec lesquelles on travaille, nos marques propres doivent être exemplaires en la matière. C'est pourquoi aujourd'hui, nos marques propres font partie des marques qu'on va considérer comme les plus Go for Good parce qu'elles ont 75% de leur chiffre d'affaires qui est déjà dans la sélection Go for Good. Et chez Promode, Benjamin Tessier, quel résultat depuis que vous vous êtes engagé dans l'éco-conception ? Aujourd'hui, on a développé une bonne centaine de produits éco-conçus à travers la collection. Ça représente peu par rapport à la largeur de gamme de Promode qui se compte plutôt à 1500 ou 2000 produits chaque année. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la grille, elle est beaucoup plus exigeante que ce qui serait appelé de l'éco-conception pour certains retailers. Et donc, du coup, nous, notre objectif, il est plutôt de voir l'exigence vers le haut et de se concentrer sur quelques produits pour que la démarche, on va dire, globale, tout le cycle de vie puisse être développé à l'intérieur de cette grille d'éco-conception. Cette grille que vous avez choisi de partager avec toutes les marques, c'est devenu un document open source. Complètement, c'est une décision qu'on a prise il y a à peu près 2 ans de ça, en se disant que de toute façon, on échangeait déjà beaucoup avec nos confrères pour son développement, et on s'est dit qu'il nous semblait important en fait de partager cette initiative auprès de nos pairs pour pouvoir un petit peu mettre en avant aussi toutes les initiatives de l'entreprise, de penser plutôt à faire du moins en termes de quantité, mais plutôt de regarder comment faire mieux notre travail et de baisser l'impact qui soit social, mais sur ce sujet surtout environnemental par rapport aux impacts. Ça veut dire que l'éco-conception, c'est pour vous une démarche qui transcende les enjeux de concurrence. Pour nous, oui, Promode ne reste qu'un acteur important, mais il n'y a qu'un seul acteur à l'intérieur du prêt-à-porter et il faut absolument que toutes les enseignes puissent, elles aussi, emboîter le pas. Nous, on avait trouvé que c'était vraiment important de faire avancer la démarche par rapport à tout ça. On a inspiré beaucoup d'autres marques parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des marques qui nous ont envoyé leur grille d'éco-conception 6 mois ou 1 an après. Et il y avait des questions qui étaient recopiées mot pour mot et il y avait beaucoup de fierté de se dire qu'on inspire des marques autant qu'on s'est inspiré aussi et on a échangé avec nos pairs. On a des gens comme Hermès, comme Decathlon qui habillent et des gens qui ont essayé de comprendre ou d'avoir des informations en plus sur la grille. Donc du coup, c'est extrêmement valorisant et c'est un pied à l'étrier. Ça va être forcément assez envoûtant de pouvoir se dire que toute l'industrie doit s'y mettre pour faire en sorte que ce soit plus vertueux dans les années à venir parce qu'il y a encore, je pense, beaucoup de travail à faire. Je le disais en introduction, William Sadi, l'éco-conception ne casse pas le modèle économique, bien au contraire, et ça, vous le mesurez aux Galeries Lafayette. On observe une très forte augmentation du chiffre d'affaires associé à la sélection Go for Good et du poids que cette sélection occupe dans notre activité. Quand on a lancé Go for Good en 2018, la sélection ne représentait même pas 3% de notre activité, alors qu'aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 20%.
Pour moi, ça souligne deux choses, que ces initiatives ne sont plus du tout anecdotiques, que de plus en plus de marques savent proposer des produits éco-conçus et que le nombre de produits éco-conçus qu'elles vendent chez nous ne cesse d'augmenter. Ça traduit aussi une attention et une appétence des clients pour ces produits éco-conçus. Oui, absolument. On sait que c'est un sujet qui préoccupe nos clients. Tous les ans, on réalise un baromètre auprès de nos clients pour comprendre ce qu'ils attendent de nous en termes de durabilité. Et on constate que c'est un point essentiel parce qu'on sait aujourd'hui que 95% de nos clients nous demandent de proposer des produits éco-responsables. Donc parler de Go for Good et mettre en avant ces produits qui sont dans des démarches d'éco-conception partout, c'est répondre à leurs attentes. On constate également que Go for Good est un des éléments qui est entendu, qui est compris par une partie de nos clients et qui résonne avec leurs attentes. Quand on leur demande des exemples pour illustrer l'engagement des galeries, c'est un des points qui ressort le plus. Donc on sait que ça leur parle et on sait qu'ils le perçoivent. Aujourd'hui, environ 20% des produits que nous mettons en avant dans les communications qu'on adresse à nos clients font partie de cette sélection. On fait aussi des supports spécifiques dans lesquels on fait un peu de pédagogie pour nos clients pour leur expliquer pourquoi un produit fait partie ou non de la sélection. Donc pour nous, c'est vraiment un axe de communication qui est fort parce qu'il répond en fait à une attente qui est très importante de la part du client. Lucille Costet, au-delà du développement du chiffre d'affaires, l'éco-conception présente de nombreux autres bénéfices. L'éco-conception, elle permet aux marques d'abord une meilleure gestion des risques par rapport à la loi sur le devoir de vigilance. Ensuite, l'éco-conception, elle permet de se différencier de la concurrence. Et un élément, moi, que j'aime bien rappeler, c'est fédérer les équipes internes autour d'un projet porteur de sens. Ensuite, un autre avantage auquel on ne pense pas toujours, c'est la réduction des coûts. Et oui, parce que si on réduit la consommation d'énergie lors de la fabrication du produit, on va aussi réduire les coûts de production. Donc, in fine, on va réduire le coût d'achat du produit. Et enfin, l'éco-conception, ça permet d'accroître la notoriété et l'image de la marque. Donc finalement, se lancer dans l'éco-conception, c'est 100% gagnant. Et pour les marques qui veulent prendre le train, le TGV de l'éco-conception, Refashion est là pour les accompagner et pour les soutenir. Refashion met à disposition gratuitement de nombreuses ressources. Des fiches pratiques, des guides, des études, des témoignages, de marques par exemple. Ensuite, Refashion soutient les démarches d'éco-conception grâce aux éco-modulations. C'est un dispositif qui récompense financièrement d'abord les produits durables au sens de la solidité. Ensuite, les produits certifiés par des labels environnementaux. En troisième, l'incorporation de matières recyclées. Mais c'est aussi un dispositif qui pénalise les pratiques les plus dangereuses pour le recyclage. Et ces critères d'éco-modulation peuvent tout à fait servir de guide d'éco-conception pour les marques. Et par ailleurs, Refashion soutient les projets d'innovation et R&D via son appel à partenariat et accompagne des expérimentations d'incorporation de matières recyclées. Alors si vous souhaitez vous lancer, vous n'avez qu'à déposer un dossier. Merci Lucille Costet, William Sadi, Benjamin Tessier. Merci à toutes et tous d'avoir suivi fidèlement cette série en mode innovation. On a parlé de décarbonation des magasins, du Made in France, de la seconde main, du recyclage, de la réparation, de la location, de la traçabilité, au service d'une industrie française de la mode qui réduit son empreinte environnementale, qui renforce la durabilité de ses produits et l'engagement de ses marques. N'hésitez pas à écouter, à réécouter l'ensemble des épisodes, à les commenter et à les partager très largement. En mode innovation, le podcast de l'Alliance du commerce.